Bonsoir. Nous sommes donc le deuxième jour. La semaine est passée très rapidement. Est-ce que vous m'entendez, les Français? S'il vous plaît, donnez-moi des nouvelles. Nous avons une opportunité magnifique ce soir. J'aimerais partager avec vous un dessin animé, mais d'abord, dites-moi si le son est bon, si vous entendez bien la traduction. Donc, ce dessin animé, tout le monde veut changer avec beaucoup d'enthousiasme. On peut faire même la révolution, comme vous pouvez l'observer, mais la question, quoi changer? Et on voit sur ce dessin animé à plusieurs niveaux. Plus récemment, nous sommes au courant des changements climatiques. On voit ces phénomènes en nous également. Par exemple, hier, dans la session d'hier, oui, on pense que 2021 était bien, 2022 serait bien, mais cette idée, la vie nous donne des histoires magiques et des options pour observer notre niveau originel, notre positionnement qui est en connexion avec l'affection et toutes les relations en général. Bon, on va comprendre en progressant dans cette session. Moi, ce que j'aime beaucoup, personnellement, c'est difficile d'enlever les grosses choses, des grossières, mais plus difficiles et petites. On comprend ces habitudes, mais la graine crée le changement. Plus on reconnaît Ravan versus Ram, et peut-être à l'inverse, si on voit notre ami versus notre ennemi. J'aimerais bien écouter ce que vous en pensez, vos commentaires à ce sujet. Si vous avez des questions, si vous avez réfléchi là-dessus. En attendant, on va accueillir à nouveau Prashant. Merci. Ben, c'est très sympa ce dessin animé. On peut vraiment se moquer de soi-même. Et alors, tous mes voeux pour en ce jour si spécial et en cette année si spéciale qui s'annonce. Ça va vraiment être certainement une année très spéciale pour nous. On se prépare pour une énorme transformation. Et hier, nous avons compris d'une certaine façon ce qu'on comprend dans cette histoire pour chacun de nous quand on révise cette histoire, et cela nous donne cette idée de la racine de ce qui est bon et de ce qui est mauvais à l'intérieur de nous, cette graine. Et cela se mélange tellement facilement. C'est comme si vous avez un patient et il a 10 différents symptômes. Et si vous comprenez la cause de tous ces symptômes, même d'un de ces symptômes, est-ce que vous pouvez le soigner? Et si vous ne voyez pas la graine, la cause de ces symptômes, alors on peut prendre chaque symptôme les uns après les autres, mais ça ne règle rien. Cette histoire réellement nous aide à... Tout le monde devrait connaître cette histoire parce que de nombreux à l'école, par exemple, on leur enseigne de développer des bonnes personnalités, mais pas d'une façon personnelle. On veut quelque chose d'authentique pour eux maintenant. Et si on veut faire quelque chose d'authentique et de vrai,
et il faut aller à la racine. Et après, je peux la graine de tout ce qui est mauvais, c'est Ravan. On a vu ça hier, les 10 têtes de Ravan. Et c'est une métaphore, bien entendu. Pendant son temps, dans cette histoire, on enlève une tête, mais des autres poussent, d'autres poussent. Et cette histoire a été racontée des milliers d'années. Mais aujourd'hui, dans le monde aujourd'hui, c'est ce que Sarah a insisté. Vous avez compris le jeu de Ravad et de Rama. Vous savez que vous êtes dans une position puissante. Sita est très puissante. Elle est dans la position d'arrêter de coopérer avec Ravan. À la lumière de la vérité et de la lumière, Ravan devient de plus en plus faible. Et comme Ravan est le roi de l'ignorance, ces choses-là sont intéressantes à réviser à nouveau et gagner la victoire. Créons encore une petite minute de silence. Et pendant cette minute, notre première étape, le moment où on utilise le mot paras, on comprend qu'on est complètement dans la lumière totale, dans la clarté totale, pardon. Excusez-moi, nous avons un petit problème technique. Merci. On peut voir à 100% la clarté. Et dans cette clarté, on comprend que chacun est en sécurité. Chacun est alokik. On a utilisé ce mot hier, qui n'appartient pas à la terre. On ne fait pas partie de cette histoire. Le véritable soi, invisible, mélangé, complètement mélangé dans cette situation, avec Ravan. Mais c'est normal pour le vrai soi d'être immortel, invisible. Et la présence de l'invisible, du divin, appartenir. Là, quelquefois, j'ai des coupures de son. Bon, j'espère que ça va revenir. Dans notre dimension alokik, c'est naturel. L'histoire que nous vivons en ce moment est si absurde et grossière que chacun peut rentrer dans les liens, dans des situations complètement temporaires. Comme toutes les histoires, dans lesquelles les gens se font attraper, on trouve cela absurde et grossier. Et actuellement, Prachant est en train de discuter et tout se passe en ce moment dans cette histoire. Mais l'invisible joue un rôle plus important et qui nous apporte de la sécurité. Il sait que tout le monde a de la chance, est fortuné. Tout le monde est immortel. Tout le monde appartient à cette maison, à ce royaume suprême. Chacun de nous n'est jamais un mendiant ni une victime. À aucun moment dans l'histoire, il nous voit comme ça. Il est au-delà de toutes ces difficultés. Et personne ne peut lui faire du mal. Cet invisible, cet être invisible,
Donc, revoyons ce voyage alors que nous continuons. Alors, on se souvient maintenant combien ça peut être facile d'arriver dans cette lumière totale. À chaque minute, on peut aller dans cette lumière puisqu'on est des victorieux en créant cette nouvelle conscience, une conscience élevée. Sentez-vous libre de taper vos commentaires, de poser des questions. C'est l'opportunité maintenant. C'est le moment d'être vraiment très clair. Et je sais qu'il y a des questions qui sont restées, qui n'ont pas été adressées hier, donc on va les reprendre aujourd'hui. Alors, ce développement de la nouvelle conscience, de cette conscience élevée, donc la conscience d'âme, est-ce que c'est incompatible avec l'expérience d'avoir de l'affection envers les uns et les autres? Ce que l'on observe à chance lorsque nous sommes dans cette conscience, on ressent de l'insécurité dans ce genre de relation. Parce que l'ego, comme nous l'avons observé, c'est un mendiant de l'affection. Et lorsque nous sommes dans l'insécurité, nous devenons à ce moment-là très égoïstes. Et à ce moment-là, on ne peut pas parler de véritable affection. Il y aura de la manipulation. Alors que dans la conscience d'âme, on est très en sécurité. On a mentionné dans les sessions précédentes, on ne peut aimer que lorsque nous nous trouvons dans un environnement en sécurité. Et à ce moment-là, vous pouvez vraiment être aimant. Si vous êtes avec quelqu'un qui vous donne de l'insécurité, vous vous rendez compte que vous ne vous sentirez pas en sécurité. C'est une sorte de business. La véritable affection n'est possible qu'à partir d'une conscience élevée. C'est très intéressant de penser que les interactions que nous avons les uns avec les autres peuvent nous bouleverser. Merci beaucoup, Prashant. Lorsque l'âme quitte le corps, où va l'âme? Hier, on a vu dans un des sketchs, dans nos discussions, peut-être que je vais refaire un petit dessin comme celui que nous avons fait hier. Vous allez observer à nouveau que sur cette image, on crée différents égos. Lorsqu'on utilise, par exemple, le selfie de l'âme, on voit un sketch à peu près comme ça. Un dessin à peu près de cet ordre-là. On voit des moments où on comprend très, très bien. Il y a des options, on crée des moments de conscience d'âme. Et puis, dans d'autres cas, on très occupés par autre chose. Et leur ego, à ce moment-là, se manifeste de façon opposée à la conscience d'âme. Et si une personne meurt, par exemple, à un niveau très, très profond de l'âme, ce qu'il a créé, le score qu'il a créé, il part avec. Donc, si vous créez aujourd'hui une très bonne habitude ou une mauvaise habitude,
ces réactions contribuent à créer des habitudes. Cela va partir avec vous à partir de demain. Et par exemple, quelqu'un n'a jamais fumé une cigarette, mais aujourd'hui, il va fumer une cigarette. Et donc, il va introduire en lui une nouvelle habitude. Et demain, ce ne sera plus le même jour. Cette habitude va devenir une autre habitude qui va l'influencer et qui va créer des désirs et des attirances qui vont apporter à l'âme autre chose. Donc, cette habitude va partir à partir de cette vie à une autre vie. Et ce qu'on voit ici sur ce dessin que l'on voit, on dit que c'est la racine de tout. Que la racine de nos mauvaises ou de bonnes habitudes, c'est vraiment l'essence de cette répétition qui se joue à ce niveau. Et ça, ces habitudes se poursuivent dans d'autres vies. Donc, si quelqu'un crée en lui quelque chose qui ressemble au dessin d'ici, eh bien, ce sont des bonnes actions puisque c'est la conscience d'âme. Alors, très chanceux, c'est parfait. Ça partira aussi avec lui. Donc, je comprends que même aujourd'hui, plus profondément, cette question, je ne sais pas si on a eu du temps hier pour parler de Ram et de Maya à nouveau, mais pour mentionner cela à nouveau, pourrais-tu me donner la liste des vices, ceux avec lesquels on s'identifie et avec lesquels on fonctionne? Est-ce qu'on pourrait les observer? On verra ces choses à certains niveaux. On en a parlé déjà dans le passé, mais observons maintenant le sujet. Prenons donc le sujet de Maya à nouveau. Maya arrive et dit, si c'est trop tard aujourd'hui, si aujourd'hui je dis, je vais changer une habitude, attends, je n'ai pas bien compris, demain peut-être, et j'aurai un message important pour Maya, mais Maya vous dira que vous êtes faible, que c'est difficile. Dira non, mais c'est un processus. Dira que dans le monde occidental, nous sommes très occupés. Ça, c'est Maya. On a cette option d'écouter Maya, ou alors on a l'option d'écouter Ram. Dans chaque cas, de toute façon, on a l'option de dire « je fais ce qu'il faut maintenant », ce qui est bien à faire, préférable de le faire maintenant. Développer cette bonne habitude, ce bon programme pour soi. Pour certains, ils remettent ça au lendemain. Il vaut mieux le faire maintenant. Parce que ce qui doit être fait, mieux le faire maintenant plutôt que d'attendre ou de le remettre à plus tard. Ceux qui ont cette habitude-là l'appliqueront aussi à un niveau très subtil, maintenant ou jamais. Ram dit maintenant ou jamais. Donc, l'option, c'est d'écouter Ram. OK. Donc, si ce n'est pas un secret, alors pourquoi ne pas le faire maintenant? Mais Maya va dire non. Elle va dire, mais fais-le demain. Aujourd'hui, ça va, ne travaille pas sur la grosse tête, le gros ego. Ça va partir. Fais-le demain. Mais toi, tu as
plutôt l'opportunité de dire non, non, demain c'est trop tard, je vais le faire maintenant. Donc vraiment, se donner cette capacité d'écouter soit Maya, soit Ram. Et Ram dit, tu es un Shakti. C'est un mot qu'on utilise, qu'on utilise pour les déesses qui chevauchent une lionne. Donc, si tu es capable de chevaucher une lionne, alors tu es puissante. Donc, tu es une Shakti. Donc, rappelez-vous ça, Shakti. Quand Maya vous dit, vous êtes faible et fragile, répétez-lui, je suis une Shakti et rien n'est impossible. Maya dit, c'est difficile. Et Ram dit, mais c'est facile, le Raja Yoga. Depuis le début, dites-vous cela, que c'est facile. Utiliser paras, c'est easy. C'est facile, même pendant une seconde, une minute. Même 30 secondes. Mais dites-vous pendant 30 secondes, c'est facile. Et observez chaque chose comme si c'était facile. Et à ce moment-là, ça devient facile. Mais si quelqu'un vous dit c'est difficile, ben forcément, ça devient difficile. Par exemple, se lever le matin. Une demi-heure plus tôt que sa routine, ben, c'est difficile. Et une autre personne dira, non, non, change son habitude en rien de temps. Il dit, ben, c'est facile. Moi, j'ai vraiment eu un patient qui fumait beaucoup, 70 à 80 cigarettes par jour. Moi, je ne réalisais pas que ça pouvait être facile d'avoir le temps de fumer 80 cigarettes par jour, mais il fumait 80 cigarettes par jour. Il a stoppé en une nuit. Et le jour, et il n'est pas revenu en arrière à aucun moment. Oui, c'est sûr que c'est un mindset, c'est un état d'esprit, mais avec cette force convaincue, maintenant je change et ça transforme tout. Maya dit, tu es occupé, tu as l'option. On a cette option de rester effectivement occupé, mais avec Ram. On veut être occupé, mais on ne veut pas être paresseux, mais soyons occupés de la bonne façon. Autrement, on entre dans le cercle de Maya et de Ravan. Et là, c'est totalement inutile dans cette bulle. Donc, il faut trouver le moyen de trouver des causes qui sont valables pour utiliser son temps de façon valable et de rester occupé de cette manière. C'est de cette façon, Maya est neutralisée. Quelle que soit la forme de Maya, il faut vous trouver la façon de la neutraliser. Par exemple, Maya arrive toujours avec des excuses. Et par conséquent, Ram dit, utilisez votre intelligence pour trouver une solution. Use your brain. Votre cerveau. C'est pratique, ça. Et, par exemple, la voiture ne fonctionne pas. Donc, je ne peux pas aller au centre, par exemple. Et aujourd'hui, pourtant, c'est important, comme aujourd'hui, par exemple, cette assemblée. Ah ben mince, mon ordinateur ne fonctionne pas. Et une autre personne dit, OK, mon ordinateur ne fonctionne pas, mais je peux demander à mon ami. De cette manière, dans chaque situation, il y a une solution. Utilisez votre intelligence, votre cerveau, et vous atteindrez votre destination si vous le souhaitez, parce que vous allez trouver à chaque fois une solution. Mais parce que vous êtes déterminé à fonctionner comme ça. Maya, à partir de ce moment-là, quand vous créez un nouveau programme, Maya n'est plus puissante, elle n'est plus efficiente, efficace. On va revoir cette histoire et recomprendre différents aspects alors que nous allons continuer. On va recevoir une version révisée de la dynamique psychologique pour cette compréhension. Pour réviser, ce sera donc nécessaire.
Sarah, est-ce que tu veux dire quelque chose? Tu veux dire que oui, en effet, la version écrite, ce sera très utile. Et hier, tu as dit que Sita était très puissante parce que c'est la chose, c'est elle qui donne, qui nourrit Ravan. Donc, elle a une position très importante, mais le fait que Ravan réagira, sachant qu'il n'aura pas, par exemple, sa cigarette, ou c'est un symbole, et à ce moment-là, quand vous savez qu'à ce moment-là, la tête va diminuer, et il y aura donc, on peut voir ce drama où on frappe la table parce que, enfin, les poings sur la table parce qu'on est frustré. Mais si on sait que Sita peut être occupée de façon saine et bonne et bienveillante pour le soi, alors ça change tout. Hier, tu as parlé de que tout cela ressemble plutôt, que Maya ressemble plutôt à un paper tiger, à un papier. Quand on, par exemple, marche dans la rue et qu'on voit des sacs en plastique, Raval, c'est un peu ça. Ça fait un petit peu peur parce qu'on ne sait pas dans l'obscurité à quoi ça ressemble et on peut prendre pour un animal. Mais en fait, Raval, c'est un peu ça. C'est une illusion, ça nous fait peur, mais c'est rien. Si quelqu'un écoute Maya, dit Prashant, le jeu peut se terminer très rapidement. Maya dit, tu es faible. Et elle donnera toutes les raisons. Jusqu'à maintenant, tu as des problèmes de santé, tu as plein de raisons. Mais en fait, tu as tellement de mauvaises habitudes avant. Mais une fois qu'on écoute Maya, le jeu est terminé. Je suis fragile, je suis faible, le jeu est fini. Et Maya dit que c'est tellement difficile, c'est tellement compliqué. La minute où vous écoutez Maya, il n'y a plus de jeu. C'est comme quand on joue aux cartes. Il y a peut-être d'autres options. Maintenant, ok, elle joue, moi je vais jouer aussi. Et à chaque fois que aujourd'hui vous allez gagner, Maya viendra demain parce qu'elle trouvera d'autres façons de venir à vous, de vous trouver. Mais c'est un jeu, voyez-le comme un jeu. Jouons le jeu, jouons notre jeu. Mais ce qui peut aussi arriver, c'est une fois que ces méthodes rentrent en vous, et Maya elle a quand même des cartes limitées. Et Maya, à ce moment-là, se termine puisque vous avez utilisé toutes les bonnes cartes. Parce que vous savez comment Maya va s'y prendre et donc vous allez pouvoir la vaincre. On va maintenant parler du sujet du jour. Donc ça, c'était le sujet d'hier, une révision. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? On va comment notre monde intérieur, notre conscience affecte notre monde extérieur. Notre conscience élevée, mais notre esprit et notre conscience ont une influence considérable sur le monde qui nous entoure. Et c'est vraiment quelque chose pour nous qu'il faut voir et comprendre et voir si on peut influencer ce monde à l'extérieur de la bonne façon. Essayons de comprendre ce sujet en l'observant de différents angles. Par exemple, on va prendre le sujet de la maladie et de la santé. À combien cela influence notre corps et combien ça appelle Ravan. Cela va affecter aussi les gens qui nous entourent. On veut connaître la nature de cette perte de conscience. On est dans ce monde. Si j'utilise ce mot nature,
d'une façon globale, tout ce qui nous entoure, c'est la nature. Mais si je dis que la nature, c'est mon ami, et pourquoi est-ce qu'on dit que la nature est mon ami? C'est une déclaration importante. Pourquoi est-ce que je vais dire ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, que la nature est mon ami et l'ami de chacun? Si vous êtes d'accord, donnez-moi vos raisons. Alors, certaines réponses, ça fait partie de moi, elles m'aident dans ma vie. Du fait qu'on est vivant, on fait partie de la nature. La nature nous donne ce dont nous avons besoin, c'est excellent. Mais une des déclarations que tu viens de faire, c'est juste de dire nous sommes vivants. Pour donner un exemple, si je devais couper un doigt, par erreur bien sûr, je me coupe le doigt. Un mécanisme, au même moment où j'ai coupé mon doigt, immédiatement le processus de guérison se met en place. C'est un mécanisme incroyable. Mais quelque chose similaire se passe dans notre corps en permanence. Dans les plantes, la nature, les bactéries, le mécanisme de cette nature est incroyable. Sous-jacent, c'est comme s'il y avait une intelligence. Et cette intelligence, c'est pour nous protéger. Protéger, c'est une intelligence positive qui nous protège. Je ne dis pas qu'il y a un être vivant derrière tout cela, quelqu'un qui pense, mais il apparaît que que la nature a sa propre intelligence, ses propres forces. Et ces forces-là sont là pour nous protéger. C'est assez pour maintenant, mais vous verrez quand vous observez autour de vous, dans les lois de la physique, de la chimie, de la physiologie, si on va profondément à l'intérieur de ce qui passe, vous trouverez qu'il y a toujours une intelligence naturelle et toujours en train d'essayer de vouloir atteindre quelque chose de positif pour une victoire. Vérifiez pour vous-même, c'est intéressant de voir. Donc, cette nature qui est amicale pour moi, pourquoi est-ce qu'il y a des douleurs? Pourquoi cette nature me donne de la peine, des souffrances? Quelles seraient vos réponses? C'est pour changer quelque chose, disent certains. Ça nous donne un message, un signal. C'est un signal. Excellent. La nature me donne aussi ces douleurs-là pour me protéger. En tant qu'humains, nous sommes comme les animaux, mais pourtant, nous ne sommes pas comme les animaux parce que nous avons ce libre arbitre qui me permet de me faire du bien ou se faire du mal. Il y a donc cette libre arbitre et je dois être protégée. La nature me protège de ce mécanisme. Le moment où je suis dans une mauvaise posture, avant par exemple, si je me casse les os, je vais me faire du mal, il y a un libre arbitre qui m'empêche de le faire de quelque manière que ce soit. Par exemple, si
Si je prends un couteau, si les enfants prennent des couteaux, selon la posture, ou si je mange quelque chose de mauvais, et immédiatement, je vais être malade. Tout ce qui est poison, ce sont des messages. Comment les animaux, par exemple, savent ce qu'il faut manger ou pas? C'est leur système d'essence. Personne ne leur a jamais dit ce qu'il faut prendre, que ça c'est bon, ça c'est mauvais. Non, mais c'est juste l'odeur de cette plante qui va leur donner le signal que c'est pas bon pour eux. Et ils vont reproduire, ils vont donc rechercher ce qui est bon pour eux. Donc la nature a ce mécanisme magnifique de nous protéger, notre vraie nature. Donc, d'aller dans la mauvaise direction, d'utiliser un mauvais positionnement. Et donc, est-ce que c'est clair pour vous ce concept ou pas? Est-ce que quelque chose a besoin d'être ajouté? Voyons, on va observer une des souffrances, par exemple. Par exemple, nous sommes malades, il y a donc une souffrance physique. Alors, on sait que cela me donne aussi un message, mais quel est le message? Parfois, les messages sont complexes, mais parfois, ça nous dit que ma façon de vivre n'est pas bon, que la façon dont je mange n'est pas la bonne manière. On va changer de régime. Et à ce moment-là, voilà, physiquement, on a des maladies. Quels sont les messages que nous donnent les douleurs, les souffrances émotionnelles? Est-ce que parmi vous, il y en a qui font l'expérience des souffrances émotionnelles? L'anxiété. Quel est le message, par exemple? Qu'est-ce que ça me dit? Chaque douleur me donne un message. C'est certain. Quelques réponses, c'est sur dépression. Peut-être qu'il faut que je lâche prise, ou peut-être parce que je manque de confiance. Quelque chose me manque. J'ai un vide dans ma vie, ou quelque chose ne fonctionne pas bien, où j'ai besoin de me réaligner, quelque chose n'est pas juste avec le soi profond. Je me sens seule, je ne me sens pas en sécurité. On a dit le premier jour que nous sommes ici des invités. Nous sommes des voyageurs invisibles et nous sommes des voyageurs, des invités aussi invisibles. Il doit y avoir une sortie. Si on reste dans cette conscience que nous sommes des invités, il n'y a aucune raison pour avoir des souffrances émotionnelles. C'est quand on dépasse cette ligne où il y a une limite. Au-delà, on a oublié qu'on était conscient d'être un invité sur cette terre, et c'est temporaire, notre vie sur cette terre. Et à ce moment-là, si on commence à réclamer autre chose, et plus on traverse, on dépasse cette limite, c'est comme si c'était une position interne. Si on est dans la bonne position, il n'y a pas de souffrance émotionnelle. Et c'est ce qu'on est en train d'apprendre, d'avoir la bonne position, de telle sorte qu'on n'expérimente pas tout cela. Et que de moins en moins, et qu'on prend conscience de tout cela, on peut contrôler tout ça. Qu'est-ce qui va se passer sur la planète? Qu'est-ce que les gouvernements vont faire? Quels sont les contrôles que nous avons, le contrôle que nous avons sur toutes ces choses extérieures? Mais par contre, je peux maîtriser, contrôler mon positionnement intérieur. J'ai l'option. Je dois être dans l'espace juste et de ne pas dépasser la ligne limite. On a parlé ici également, donc
Donc, on parle des maladies physiques, des souffrances émotionnelles dues à ce mauvais positionnement du soi. Mais il y a une autre souffrance également. Quelle est cette troisième souffrance? Si vous écoutez pour la première fois, essayez. Prachant dit, si vous le trouvez, vous allez gagner un prix. Alors, on va leur laisser un petit peu de temps, dit Sarah, pour qu'ils puissent peut-être y réfléchir un petit peu. Alors, on enverra le prix à Parabasson. C'est le nouveau de Prachant. Alors, Sarah se lance, elle dit peut-être que c'est spirituel, mental, peut-être que c'est la chaîne de nos vies passées. Oui, parce que ça, je pense que c'est émotionnel plutôt. Le sentiment d'être perdu, de subir des pertes ou d'être être disconnecté spirituellement, avoir des sentiments de regret. Tout ça, c'est très intéressant. Tous ces messages sont intéressants. Mais là, maintenant, nous allons parler de la façon dont la vie nous arrive et que tous ces malheurs qui nous arrivent également. Alors, on les voit, tous ces événements qui nous frappent comme des malheurs et on en souffre. Et on va voir que ces messages aussi, c'est que ce soit petit ou grand, c'est petit malheur ou grand malheur, on va se rendre compte que là aussi, ces situations sont porteuses de messages pour nous. Cela nous dit aussi comment nous pouvons, comment est-ce qu'on va faire pour nous en éloigner? Alors, certains disent que ça dépend des étoiles, de notre astrologie. Ici, on dit non. C'est à l'intérieur, parce que l'étoile est à l'intérieur. On est en charge, on est responsable. Et donc, on ne peut pas, on peut se rendre finalement chanceux, heureux et fortuné. Quel est le secret pour devenir chanceux? On va voir. Comment? On peut dire à des gens, tu sais comment être heureux, tu sais comment... c'est intéressant, il y a des gens qui savent se rendre la vie chanceuse. Voyons, qu'est-ce qui se passe? On a vu certaines périodes dans notre monde actuel. Alors, nous sommes dans ce monde, nous avons des corps, il y a des gens autour de nous. Il se passe plein de choses, plein de scénarios. On a vu que nous savons maintenant que nous sommes des voyageurs invisibles et qu'on traverse ces scénarios. Alors, si on dépasse la ligne bleue qu'on voit ici, et là, on commence à réclamer des choses. Et là, on commence à créer son ego, basé sur le fait que sur des choses extérieures qu'on veut acquérir et on s'identifie à tout ce qui est extérieur. Par exemple, je vais rendre visite à quelqu'un, il y a une chaise. Et je suis là, j'y vais lui rendre visite pour une demi-heure. Et je m'assieds sur la chaise. Est-ce que je vais dire au bout d'une demi-heure, mais c'est ridicule, est-ce que je vais dire au bout d'une demi-heure, je dois partir, mais ça, c'est ma chaise. Je vais souffrir parce que je quitte cette chaise, mais c'est complètement enfantin.
c'est des enfantillages. Mais si je commence à comprendre que, en fait, en clair, je me prends pour la chaise, je me définis comme telle, je m'identifie à cette chaise d'une façon ou d'une autre, je m'identifie avec cette chaise d'une façon subconsciente, inconsciente. Le subconscient travaille et à ce moment-là, on sait qu'on a déjà dépassé la ligne. Comment est-ce que je peux me situer? Et là, à ce moment-là, c'est vrai c'est absurde et on va avoir des souffrances, mais comment m'en sortir? Alors ça, c'est un petit exemple. C'est ce qui définit le jeu. Comment est-ce que vous vous définissez lorsque c'est basé sur des choses extérieures à vous? Donc, c'est un exemple. Quand je dis, donc voilà, je me prends pour la chaise et une autre personne, par exemple, va s'identifier à son travail dans l'histoire. Il joue son rôle d'une façon temporaire et professeur également. Donc, il joue son rôle et se définit de cette manière. Je suis professeur, mais il est perdu dans cette identification. Il a totalement oublié qu'il est un invité et que c'est un acteur invisible qui ne fait que passer. La nature du soi sait que de dépasser ses limites. Si vous faites quelque chose qui n'est pas juste, votre grand-mère va vous dire de changer d'habitude. Elle vous dira. Mais la nature fait la même chose. La nature nous explique comment se débarrasser de cet ego. Quelle sorte de douleur ou de souffrance va nous aider à quitter cet ego pour redevenir un invité? Vous pouvez la perte des gens qu'on aime, je ne sais pas si ça correspond vraiment, c'est plutôt émotionnel. Comprendre que rien n'est permanent, est-ce que c'est connecté au fait d'être un professeur, parce que c'est, ou alors les défis dans la vie, les défis avec les collègues, perdre son titre, perdre son job. Dans ces cas-là, s'il n'y a plus de travail, si on perd son job, cela force la personne d'observer son ego, puisqu'elle vient se rendre compte qu'elle n'est pas un professeur. Comment est-ce que je peux continuer à dire que je suis et croire que je suis un professeur si je n'ai plus de job? Donc, ça force cette personne à laisser tomber son ego. Et c'est aussi une malchance. Et la connaissance nous dit, la minute où je crée l'ego, cela invite le mécanisme de toutes les souffrances. Revenons à cette image que nous avons utilisée précédemment, ou plutôt même hier. Alors ici, c'est selfie de l'âme. Là, on est en conscience d'âme en rouge. Alors, et là, l'ego se crée. Voilà, l'ego à côté, c'est le professeur. Le minute où il crée cet ego, il invite tout ce mécanisme de souffrance. Ce corps en dessous, là, représente tout ce mécanisme. La minute, quand il nourrit cet ego, parce qu'il
il lui donne beaucoup d'attention, donc ça crée un ego bien plus grand. Et ce mécanisme de la souffrance continue de grandir et de grandir. C'est ce qu'on voit ici au niveau de même de la conscience. Et ensuite, c'est ce qui va nous pousser à agir. Alors, imaginez que quelqu'un devienne un président. Alors, je suis président, très bien. Et là, on prend les forces de destruction qu'on appelle vinash ici. C'est ça, le mécanisme de la souffrance et de la destruction. L'ego devient de plus en plus grand, le président. Alors, vinash, les forces extérieures de destruction vont être de plus en plus grandes. Et d'un seul coup, il n'a plus sa position. Il n'y a plus rien. Et c'est franchement le but de ces forces, d'être de plus en plus, d'augmenter au fur et à mesure que l'ego devient de plus en plus grand, c'est de casser son ego. Donc, c'est comme ça qu'on ressent de plus en plus de douleur. Parce que ça nous force à changer de positionnement intérieur. Et une fois qu'on change de position intérieure, la douleur, la souffrance ne fonctionne plus. Elle s'envole, elle n'est plus là. Donc, les forces de vinash, les forces de destruction sont vraiment là pour nous obliger à quitter ce mauvais positionnement intérieur. Donc, qu'est-ce que nous dit la connaissance? Si on a créé dans notre vie, dans nos vies précédentes, différents égos, différentes identifications, basées sur nos relations avec les gens, les apparences, différentes identités que nous sommes fabriquées, toutes ces choses vont attirer à elles des forces de vinash pour neutraliser tout ça. Et l'ego, cependant, se nourrit et un jour, les forces de vinash vont vraiment réagir dans cette vie ou dans une vie future afin que cet ego disparaisse. Ça, c'est vraiment un mécanisme d'équilibre des forces de la nature. Est-ce que vous voulez entendre certains exemples? Voulez-vous que je vous raconte mon expérience personnelle des forces de vinash sur mon ego? Et vous voulez entendre toutes les médisances? Ah, on est tout oreille, dit Sarah. Alors, je vais vous raconter une belle petite histoire. Moi, ça me fait rire donc, quand j'entends Prashant. Un jour, on m'a donné la permis. Alors, j'avais un étudiant à Cambridge. Elle n'est plus à Cambridge maintenant, mais c'était quelqu'un de niveau académique. Elle me dit, quand elle était étudiante, elle découvre d'un seul coup que quelqu'un lui avait laissé un testament et qu'en une nuit, il était devenu millionnaire. Des maisons, des appartements. En une nuit, voilà pas qu'elle devient millionnaire. Et elle était pourtant elle-même toujours une étudiante. Donc, elle demande à une de ses relations de s'occuper de tout ce business. Et il faisait bien son boulot, donc les millions augmentaient. Et à ce moment-là, elle commence à créer un ego important basé sur le fait qu'elle devient de plus en plus riche et qu'elle crée des jobs pour ses amis qui s'occupent de ses affaires
et elle n'achète plus des choses n'importe où. Elle change de cercle d'amis, elle rencontre des célébrités. Et là, elle se crée un immense ego. Et tout va bien pour elle pendant certaines années. Et l'ego grossit, grossit. Et après quelques années, les problèmes commencent à arriver. Les problèmes dans les affaires, les problèmes dans les relations, et avec les banques. Et dans son monde, d'un seul coup, il y a elle avait 8 banques et elle perd tout d'un seul coup parce que les banques ont tout perdu. Elle se retrouve sans rien, avec un petit appartement. Mais avant, elle avait ça, avant tout cet héritage. Et d'un seul coup, elle ressent une peine, une souffrance énorme, et même physiquement, elle est affectée par tout cela, émotionnellement bien sûr. Et cela a continué pendant 6 mois. Mais elle n'a plus que cet appartement, mais même les banques veulent lui prendre son appartement. Donc, elle se bat pour récupérer, pour le garder. Et un jour, elle dit, elle était à son balcon, elle regardait dehors et par terre, dans la rue, et elle voit une femme sur le trottoir, évidemment, sans-abri. Give them the key and join that lady. She, in her mind, elle se dit, bon, ok, je vais leur donner, je vais accepter, je vais leur donner mes clés de l'appartement et je vais rejoindre cette personne. Et la journée, enfin, le jour d'avant, elle empruntait de l'argent pour garder son style de vie et elle était très embarrassée de parler des fêtes et là, maintenant, elle commence à penser qu'elle est sans abri et qu'elle va rejoindre cette personne. Et que je quittais mon adresse de Regent Street. À ce moment-là, l'ego est mort. Elle va se coucher et elle dort bien. Et après quelques jours, elle se réveille, non? Elle se rend compte que d'un seul coup, sa santé physique va mieux. Elle se sent mieux. Plusieurs semaines, d'un seul coup, passent et les banques commencent à lui dire qu'ils veulent bien l'aider. Et pour différentes raisons. Ils veulent me parler, une autre banque veut me donner 6 mois de plus, mais ils veulent tous m'aider d'un seul coup. Et elle était très intriguée. Elle-même était une scientifique, donc elle retourne voir ses banquiers et essaie de trouver qui a pris des décisions pour que tout se déroule différemment. Avant que cet ego, finalement, s'effondre. Ils ont tous changé leur état d'esprit parce qu'elle avait changé d'esprit. La minute où elle a changé d'état d'esprit, de positionnement intérieur, et il n'y avait plus besoin à ce moment-là des forces de vinage pour la détruire, puisque d'un seul coup, l'ego était détruit. Elle s'est accrochée pendant des années, qui finalement faisait appel à ses forces de vinage. Elle est scientifique, donc très observatrice et très claire en elle. Si vous regardez votre existence, même si vous regardez vos 20 années qui viennent de se dérouler, vous trouverez certainement qu'il y a une connexion avec tout cela. Des choses à l'intérieur de vous, très profondément, que l'ego se créait, une identité cachée, mais cet ego commençait à grandir, à grossir,
Et donc, jusqu'à ce qu'à un moment, les souffrances viennent nous bousculer et nous aident à comprendre ce qui se passe, mais d'une façon douloureuse. Et notre but à nous, c'est d'apprendre avant que la souffrance nous arrive. Pendant des années, les docteurs lui ont dit « Arrêtez de manger ceci pour ne plus avoir mal à la tête. » Ici, on voit bien les connexions entre les malheurs qui nous arrivent et le blueprint. On traduit blueprint. Les empreintes. Elles sont, c'est marrant parce que ces forces Vinash, elles sont vraiment faites à votre mesure. Votre identité, vos relations. Une femme, par exemple, dit « Oh, mon mari est très connu ». Et donc, elle a un grand ego parce que son mari est connu. Et pourtant, son mari la quitte. Et son mari la quitte. La nature va créer des forces pour casser cet ego. Toutes ces choses-là, d'autres exemples, c'est un ami qui est connecté à notre centre de méditation de Cambridge. Elle me racontait elle était jeune, elle a eu un accident sérieux. Et donc, elle était transportée à l'hôpital et une amie à elle lui montre dans le miroir son visage. Et elle a vu qu'elle n'avait plus de cheveux, qu'elle avait des bleus sur tout le visage, des cicatrices. Et elle dit, d'abord, elle a commencé à pleurer pendant des heures. Et ensuite, elle réalisait qu'elle avait réalisé que son ego était basé sur son apparence, elle était fière de son apparence physique. C'est quelqu'un qui connaissait pourtant la conscience d'âme, la méditation, mais ces fausses identités étaient toujours là, parce qu'elles sont cachées, ces identités, très cachées. Et peu de personnes sont intéressées à les observer. Maya nous dit toujours que c'est OK, très bien, continuez comme ça. Donc, toutes ces entités que nous créons sont cachées. Mais si on a un intérêt spirituel, on a besoin de vraiment aller dans l'introspection et surtout pas dénier. Le monde qui nous entoure est dans le déni total. Donc, ils pensent qu'ils n'ont pas d'ego. Mais on peut aussi penser qu'on n'a pas d'ego. Mais non, ici, on vérifie. Et dans ce cas, elle a réalisé profondément. Elle pleurait, elle observait. Mais qui crie, qui pleure ici? Est-ce que c'est mon identité basée sur l'apparence que j'ai de moi ou est-ce que c'est... Et a aussi pu voir pourquoi cette situation lui est arrivée. Lui a montré que l'ego se cachait derrière tout cela. Mais si vous n'êtes pas en phase avec vous-même, la nature vous donne le signal et c'est un miroir pour vous qui vous force à observer où vous en êtes pour observer et casser cet ego.
Est-ce que vous avez compris? Est-ce que c'est assez clair? Est-ce qu'il y a des exemples? Ça vous parle, ces exemples? Que quand on a des malheurs et que les... Voilà. On dit aussi que la nature, on continue à dire que la nature est notre amie et que la nature est positive. Si je reste dans le bon positionnement, je suis heureux, la vie devient agréable. Intérieurement, si on est dans ce positionnement, la nature veut nous récompenser, même vous honorer. J'ai même rien à faire. La nature, naturellement, vous récompensera. Ici, la nature, qu'est-ce que ça veut dire qui vous récompense? Peut-être une bonne nature, une bonne santé, prospère, en harmonie. La nature nous offre tout cela si on ne va pas dans les mauvaises directions. Soyez juste sensibles, sensés et ne forcez pas la nature parce qu'elle veut nous donner le meilleur. Elle veut nous aider à créer l'harmonie. Et si nous comprenons, mais si nous ignorons tout cela, la loi de cette nature, et continuons à travailler, à continuer à fonctionner sur la base de l'ego, à un moment ou à un autre, la nature va se réveiller et va réveiller ses forces de vinage, ses forces de destruction. Mais si je comprends, il n'y aura pas besoin. Si, par exemple, je mange un fruit, et peut-être que c'est un fruit qui n'est pas bon pour moi, parce que quand j'en mange un tout petit peu de ce fruit-là, je me rends compte que mon corps n'est... Je ne me sens pas bien, je ne me sens pas confortable, même pour quelques secondes. J'ai comme si le corps me donnait un message. Et puis, je n'y fais pas attention. Mais peut-être que c'est vrai que ce n'est pas bon pour vous. Donc, c'est ce petit inconfort, cette petite souffrance nous donne le tempo. Si vous ignorez, ça va amener d'autres maladies, des migraines, de l'arthrose, etc., etc. Et si vous ne comprenez pas le premier signal, la nature vous apportera d'autres signaux. Donc, on doit être intelligent, essayer d'identifier les signaux pour aller dans la bonne direction. La chose la plus importante que nous pouvons faire ici avec la connaissance, c'est vraiment d'essayer d'enlever toutes ces fausses identités, parce que c'est vraiment une invention. Et continuer à comprendre ce que veut dire d'être en conscience d'âme et nourrir cette conscience d'âme. Et cela, plus on nourrit la conscience d'âme, plus on neutralise les autres forces et les autres identités d'ego. Si la pratique de la conscience d'âme n'existe pas, alors à ce moment-là, il y a d'autres forces qui vont encore intervenir. Ce n'est pas suffisant de travailler sur l'ego. Il faut savoir, et il faut connaître, identifier ces identités. Et on doit reprogrammer avec la conscience d'âme, mettre en place cette pratique et faire grandir la conscience d'âme de la façon précise. Il faut que cela grandisse, la conscience d'âme, de façon précise et soit au-delà de l'histoire que nous créons avec l'ego, minute après minute. Il y a beaucoup de questions qui nous arrivent là maintenant, dit Sarah.
Tu peux répondre dans l'essentiel. Est-ce qu'on peut être addict à la douleur, à la souffrance? Ça, c'est une question. Oui, oui, c'est une question. Est-ce que c'est possible de devenir addict à la souffrance? Prashant dit non. Il y a- Est-ce que c'est plus simple de vivre sans désir? Hier, on a parlé. On n'insiste pas là-dessus vraiment dans notre connaissance, mais on insiste plutôt sur le fait de se positionner de la bonne façon, pas de la mauvaise façon. Mais on n'insiste pas sur le désir, parce qu'il n'y aura pas de désir si on est dans le bon positionnement. Et on continuera le changement. Et de cette position élevée, mais notre emphase pour nous, on focalise surtout sur le positionnement de lui. Est-ce que c'est possible de la rupture d'une relation et l'indication de toutes ces forces de vinage parce qu'on est attaché à la personne? Oui, c'est un des facteurs, mais il peut y avoir aussi d'autres raisons. Mais chacun sait s'il y avait de l'attachement, s'il y avait de l'identification, chacun doit reconnaître en soi. Ça peut être bien sûr une des raisons. Est-ce qu'on peut hériter du malheur? Par exemple, on est pauvre parce que nos grands-parents étaient pauvres et qu'on est né dans cette famille où tout le monde était pauvre et avait peur. Est-ce que non, ici on dit que non. Chacun de nous porte son propre compte d'un jour à l'autre, d'une vie à une autre. Chaque voyage de ces âmes individuelles ne sont pas vraiment basés sur les autres personnes, le karma d'autres personnes, de pères, de grands-pères. Non, pour Prashant, c'est vraiment les comptes de karma de chacun qui lui appartient. Parce que il est celui qui a besoin d'apprendre. Et pourquoi la souffrance nous arrive? Eh bien, si je ne suis pas dans le bon positionnement, mon petit-fils, pour autant, ne va pas avoir ma souffrance. Je suis celui qui doit changer mon positionnement. OK. J'aimerais bien avoir dit Sarah, des commentaires là-dessus. Qu'arrive-t-il lorsque les souffrances émotionnelles sont causées par des souffrances physiques? Le karma se situe à deux niveaux. Au niveau physique, il peut y avoir quelque chose qu'on fait physiquement et qui nous apporte de la souffrance physique, et on peut aussi donc avoir une souffrance émotionnelle parce que le positionnement est donc à deux niveaux. On peut être attaché à son corps, par exemple, et quand on est très attaché à son corps physique, à ce moment-là, on peut associer à ce moment-là la douleur émotionnelle. On aura l'occasion de parler de plus de ça. Les attachements physiques se créent par les sens, par les cinq sens. Je suis l'âme qui réfléchit, qui pense, et je suis de ce corps physique. Et tous les sens sont dans ce corps. On aime le chocolat, le sucre, par exemple. Et plus profondément à l'intérieur de moi, l'âme se retrouve rattrapée par les sens à ce corps. Et ce n'est pas un attachement social, c'est un attachement
d'essence qui nous apportent des souffrances physiques, mais à un autre moment, on touchera peut-être, on regardera cette problématique à un autre moment. Merci. Est-ce qu'on peut garder les questions que nous avons maintenant après la coupure que nous allons? On va peut-être prendre une autre question juste maintenant avant un peu le break qu'on va faire pendant 10 minutes. Alors, l'idée qu'on ne s'est pas connecté aux ancêtres, mais si un enfant est né dans des mauvaises conditions sociales et continue donc à croire, bien sûr, dans son niveau social. Il y a des raisons, bien sûr, si on arrive dans cette famille ou là où on est né, les gens l'environnement, tout cela, ce n'est pas un hasard, il y a des circonstances qui nous ont poussés à être là et les facteurs sont à l'intérieur de l'âme. Et là, on crée des comptes karmiques dans une vie, des bons ou des mauvais, et cela va m'accompagner dans la prochaine vie. Et cette façon de fonctionner va créer la situation dans laquelle je vais me retrouver dans le corps, dans des situations financières, de situations familiales, ce qui va créer notre fortune ou alors notre malheur. On peut être né dans une famille, dans un pays, et on célèbre toujours la naissance de quelqu'un. Il y a des raisons pour lesquelles on peut célébrer cette naissance dans une famille en particulier, etc., etc. Donc, il y a toujours des raisons qui font qu'on est tous dans ce même bateau. Aujourd'hui, demain, il y aura des signaux. C'est pour chacun de nous. Ce n'est pas je suis certain et pas d'autres. Nous sommes tous dans ce grand jeu. Bon, j'espère que cela vous aide. En attendant, on va s'arrêter pendant se rencontrer. Voici les questions qui vous sont posées. Quels sont les messages de douleur dont vous avez fait l'expérience et qu'est-ce que cela vous a apporté? Comment est-ce que vous pouvez changer ce positionnement avant que la souffrance n'arrive réellement? Voilà, je vous donne, voilà, essayez d'y réfléchir. Alors, je vais mettre ça dans la chat box. Question pour vous. Donc, quels sont les messages de douleur dont vous avez fait l'expérience et comment les avez-vous interprétés? On va s'arrêter pendant 15 minutes et ensuite nous allons avoir des invités de Pologne, un invité de Pologne et un invité d'Afrique du Sud. Voilà, donc vous pouvez rejoindre maintenant votre groupe. Yes, hello. Do you hear me? Allô, est-ce que vous m'entendez? Pardon, excusez-moi. So, can I start? Est-ce que je peux commencer? Oui, bienvenue chaleureusement et toutes mes félicitations et tous mes bons vœux pour cette nouvelle année. Également pour moi. Je vous envoie tous mes meilleurs vœux. C'est bien d'être avec vous ce soir. On m'a demandé de partager mon expérience de mon voyage, mon voyage de la conscience d'âme. Et comme vous avez entendu, j'adore la nature, je suis ornithologue. J'avais l'habitude de grimper, aller chercher les nids dans les arbres, faire des photos. Cette conscience d'être un aigle que j'avais, c'était vraiment très proche de moi, cette conscience-là. Depuis le début, peut-être que mon voyage pour comprendre
de comprendre la conscience de l'aigle, c'est aussi de comprendre ma conscience, mais l'analogie avec la conscience de l'aigle. C'est vraiment un voyage intéressant. Un des résultats de devenir plus en conscience d'âme et de se débarrasser de cet ego, c'est d'être en contact avec un monde d'une façon plus naturelle. Personnellement, il y a quelques années, donc je me suis attaquée à ce domaine de communication avec les animaux, pas seulement pour savoir comment ils fonctionnent, mais vraiment directement à travers les pensées, en télépathie, ou bien c'est une communication intuitive. C'est quelque chose que tous et chacun de nous possède, ces qualités de se connecter les uns avec les autres et dans le silence. C'est un art qu'on peut apprendre ici pendant ces réflexions du moment, aller dans le silence intérieur, dans cet espace intérieur, et sachant que cet espace, nous pouvons le créer, le façonner. Et lorsqu'on le façonne de telle façon, on donne le droit à un autre individu, un autre être d'être connecté aussi à sa nature vraie. Donc, ma première traversée, c'est quand j'ai compris ma vie à travers mes études au collège avec des hauts et des bas, mais que ma vie dans cette vie, ce n'est pas, c'est la conscience. C'est pas tout le processus physiologique de cellules, etc., etc. Mais la vie, mais cette force de vie dans le corps, c'est la conscience. C'est ce que nous dit Prashant, c'est un voyageur individuel, ce n'est pas la vie en elle-même, mais c'est juste une apparence à l'extérieur. Mais c'est quand j'ai commencé à pratiquer cette conscience d'être une âme, j'ai découvert que plus ça allait, plus les animaux. Vous pourrez vous référer peut-être à un document que j'ai lu, mais pour comment communiquer avec les animaux. Et j'ai pensé que je pouvais peut-être le faire aussi, moi. Et j'ai trouvé que tout le monde entier est interconnecté. Et ma première expérience dans ce chemin spirituel, un jour, je me suis réveillée un matin, j'étais en train de méditer et j'ai fait l'expérience que cette bienveillance que nous recevons de la conscience de Dieu, cet amour pur sans attente, très altruiste, et nous aide, nous guérit. Et tout cela guérit la matière et le monde et le cosmos. Chaque particule se remet en place dû à ce pouvoir d'un amour altruiste. C'est un tel pouvoir, c'est si puissant que c'est resté avec moi pendant des années. Juste comment travailler cela et que ça devienne l'incarnation et faisant face au monde, pas à partir de mon ego, mais à partir de cette expérience.
lorsque j'ai commencé à me connecter, à rentrer en relation avec les animaux, j'ai fait l'expérience de beaucoup. J'ai fait cela avec des vaches, des chiens, des chevaux. Je vais vous raconter une histoire avec le cheval. Je travaillais avec les chevaux et mon devoir à moi, c'était de les emmener dans les champs et de les ramener. Et je suis revenue un jour avec trois chevaux, et voilà, un de ces trois chevaux était et c'était un cheval très noir, avec des cheveux très noirs, très longs. C'était assez inhabituel. Et là, je l'ai regardé, je me suis dit, c'est bizarre. Je me suis dit, tiens, c'est une créature, il ressemble à un diable. J'avais ce genre de pensée. Ensuite, après, et puis moi, j'entends d'un seul coup qu'elle me parle. J'entends sa pensée. Et je dis, mais tout le monde a un certain look. Et elle a entendu ce que j'ai dit. Et je n'arrive pas à contrôler. Et peut-être que mes pensées ne sont pas si gentilles pour elle. Donc, j'ai commencé à corriger ce à quoi je pensais en la regardant. Et j'ai continué. Et ensuite, j'ai réalisé que j'avais donc 3 chevaux là. Les 2 d'entre eux, je connaissais leur nom, mais le troisième, je ne connaissais pas. Et quel était son nom? Et pour les emmener dans leur box, j'ai besoin de connaître leur nom parce que les box ont leur nom sur la porte. Donc, on doit connaître les noms de chaque cheval. Pardon. Donc, j'ai posé la question et pardon moi, j'ai oublié ton nom. Est-ce que tu peux me donner ton nom? Et j'ai entendu Marossa, j'ai entendu. Et là, j'étais en sécurité. Elle m'a donné son nom et j'ai pu l'emmener dans son box, dans l'écurie. Intéressant comme. Elle était Elle comprenait tellement bien, si humble. J'ai beaucoup appris avec elle. Un autre cas, une autre expérience avec une vache. Je regarde l'heure parce que je ne sais pas combien de temps je peux encore parler. On peut t'écouter toute la soirée, dit Sarah. C'est fascinant ce que tu racontes. Tu peux quand même nous raconter l'histoire avec ta vache. Alors, je travaillais avec des vaches laitières. Quand on s'approche d'elles, on peut les connaître. Elles sont très naturelles. Elles sont très simples. Elles disent des choses de façon plus vraie, elles sont plus simples, alors que nous, notre façon de penser excessive nous éloigne de notre façon de penser. Les animaux restent dans leur pensée, ils sont plus authentiques et plus vrais que nous. Ils sont très réceptifs également, ils ressentent nos attitudes, nos pensées, et ils perçoivent immédiatement, sans délai, sans utiliser de langage. Et la communication des animaux de cette façon, ils savent tout, ils connaissent tout, ils comprennent tout. Il y avait un cas, donc une situation, une des vaches faisait beaucoup de bruit. Elle frappait sa tête contre la barrière. Et je lui ai dit, mais est-ce que tu peux être dans le silence? Elle ne m'a pas écouté et continuait à faire du bruit et à se frapper contre la barrière. Et je lui disais, mais arrête-toi parce que c'était vraiment un bruit désagréable. De quelque façon que ce soit, c'était une façon d'exprimer son être. Elle était un peu désespérée intérieurement. Elle n'avait pas de perspective. Elle se sentait pas bien. Donc, elle se frappait la tête comme ça, de façon assez forte. Elle ne répondait pas à ce que je lui disais. Donc, je crie et je lui ai crié dessus. Donc, arrête de faire ce bruit. Et immédiatement,
Elle s'est arrêtée un instant. Et il y avait une autre vache à côté de moi qui l'a regardé, qui lui dit, mais on t'a demandé d'arrêter. Et j'ai compris qu'ils comprenaient tout. Je leur parlais d'une façon. Maintenant, cette conscience d'âme, et je parlais à l'âme, et pas au corps, et elle comprenait tout. Et c'est la même chose avec les chevaux. Alors, quand j'avais ces 3 chevaux, les 2 d'entre eux devaient attendre, par exemple, pour que le 3e arrive. Je leur disais, très gentiment, en silence, est-ce qu'on peut encore attendre parce qu'on attend un 3e? Et ils comprenaient tellement bien et ils attendaient. Je vais rester ici parce que s'il y a des questions peut-être, parce que oui, je suis sûre qu'il y a des questions. C'est vraiment très touchant parce que ça nous connecte vraiment. On sent à quel point l'ego nous sépare des autres personnes et du monde naturel. Donc, c'est vraiment précieux. Et c'est tellement beau, cette beauté qui existe dans la nature, entre les êtres, comme les gorilles ici, les scientifiques disent dans les communautés scientifiques, on sait qu'ils savent qu'il y a des façons de fonctionner. Certainement qu'il y a des questions dans le chat, mais en tous les cas, c'est merveilleux. Si tu peux nous donner le lien que dont tu nous as parlé à ce niveau. Maintenant, je vais appeler Belinda, qui est en ce moment à Oxford. Elle fait partie des Barbara depuis 30 ans. Elle partage comment elle a utilisé des méthodes pour se débarrasser de son cancer en 2010. Elle est membre de l'équipe des coordinateurs de l'Afrique du Sud. Merci, bienvenue à toi, Belinda. Merci beaucoup, Sarah. Oui, et tous mes voeux en ce jour si précieux de cette nouvelle année. Oui, bien sûr. C'est une histoire merveilleuse que nous venons d'entendre. Et je pense que pour moi, c'est un rappel et que c'est tellement important de se souvenir, d'être conscient de nos pensées et de notre attitude à n'importe quel moment. Et aujourd'hui, le sujet du jour qui a commencé avec cette phrase que la nature est notre amie, ce sont vraiment de bonnes nouvelles, parce que si nous observons ce sujet de la douleur, de la souffrance, la majorité des gens, quand la douleur arrive, quelque forme que ce soit physique, émotionnel, ou bien tous les malheurs qui nous arrivent, la première chose que nous voulons faire, on veut s'en débarrasser. On veut l'ignorer. Mais en fait, et c'est contre-productif pour nous de vouloir que cette douleur s'éloigne. Parce que cette douleur est un message. C'est ici pour nous aider la transition à un niveau plus élevé. Dans chaque effort que nous créons, si nous avons quelque chose qui nous donne ce signal que nous ne sommes pas sur le bon chemin, c'est vraiment, ça aide beaucoup de recevoir ce message. Donc, je ressentais, si nous changeons notre attitude envers les différentes formes de douleur, de souffrance,
à ce moment-là, quand nous sommes dans cette prise de conscience, il y a une forme de douleur, d'inconfort que je ressens à ce moment-là précis, même si on ne peut pas à ce moment précis immédiatement explorer, mais juste faire une note d'une façon mentale que peut-être le soir ou quand j'ai un moment de tranquillité, de calme, je peux observer, regarder et ce inconfort et cette douleur intense ou toutes ces différentes douleurs et explorer pour voir quelle est la racine de cela. Quelles sont ces forces de village, de destruction que je ressens à ce moment-là et d'essayer de voir que l'ego qui se cache derrière et à chaque moment, chaque jour, c'est une opportunité d'utiliser de façon qu'on puisse désarmer cet ego qui existe à l'intérieur de nous. Et j'aime bien cette part de question. Tu crois? Quelle est cette sagesse que je pourrais développer de sorte qu'on n'ait pas besoin d'attendre les forces de vinage qui pourraient se présenter sous une forme bien plus douloureuse et bien plus brutale. En développant cette habilité d'observation du soi, de vérifier le soi toute la journée, on commence à voir le pattern, le schéma des situations, de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et on se rend compte invariablement qu'elles ne provoquent que des formes d'insécurité. Et c'est seulement l'ego qui est insécure, qui est de l'insécurité. Lorsqu'on commence à observer ces schémas, c'est comme si on avait un énorme avantage, en fait, parce que dans les jeux, dans un jeu, quand l'un des joueurs a l'avantage, il est à la tête du jeu. L'avantage pour eux, c'est de commencer à voir les schémas de Maya, de Ravan, et alors on peut s'en protéger avant que les forces de village s'expriment avec force ou viennent secouer des souffrances bien plus importantes encore. Ça, ce sont des petites pensées que je vous livre comme ça ici. Mais en tous les cas, sachez que c'est une façon d'apprendre, de découvrir, d'expérimenter, d'explorer ce qui nous vient créer cette insécurité qui se manifeste sous certaines formes ça peut être physique et émotionnel, évidemment. Et parfois, on est anxieux à propos de quelque chose et on commence à avoir des douleurs physiques ou bien des maux de tête. En tout cas, merci beaucoup. Je retourne à toi maintenant, Sarah. Merci, Belinda. C'est très utile de voir tout cela comme une opportunité. Quand on voit tous nos schémas de pensée, à ce moment-là, on prend du pouvoir parce qu'on peut commencer à changer. Est-ce que toi, Prashant, tu as des choses à pouvoir? Est-ce que tu as fait des expériences avec les animaux? C'était vraiment intéressant d'écouter cette communication avec les animaux. C'était très intéressant. J'aime bien ce concept d'être à la tête du jeu, d'être le premier dans le jeu. Dans les institutions, incluant les institutions médicales, on essaie de réduire les douleurs, les souffrances pour créer de l'harmonie, pour que les gens soient heureux. Mais lorsqu'on apporte cette dimension spirituelle, qu'on accepte et qu'on comprend
que la graine, alors on est à la tête de tout ce jeu à partir de ce moment-là. On est bien en avant parce que cette graine qui est plantée, c'est pas instantané que ça va, que je vais avoir aujourd'hui le résultat, mais mais vous avez planté la graine et cela portera des fruits dans les semaines, les mois, les années à venir. Donc, c'est cet apport de l'aspect spirituel à l'intérieur nous donne de l'avance dans ce jeu et nous apporte de la victoire. Et parce que la victoire est inévitable finalement à travers cette façon positive de transformer, parce que c'est de toute façon le changement positif de cette planète est inévitable. Tout ce qu'on nous demande, c'est d'apporter la lumière de la vérité en nous et de la porter au monde. Je sais que maintenant, c'est la fin de notre session. C'était super sympa d'écouter les différentes réflexions et puis les orateurs qui viennent de s'exprimer, notamment Bizek Lizevich. Peut-être qu'on peut répondre à une question en particulier. Si quelqu'un est dans des douleurs physiques, mais vraiment de façon très intense, c'est très difficile d'identifier la source, n'est-ce pas? Et les raisons derrière de ces forces de divinage. Comment faire? Comment utiliser ce processus? C'est l'exemple de quelqu'un qui a un esprit spirituel, mais qui ne pratique pas la méditation en ce moment et qui traverse cette expérience. Bien qu'on ait discuté des causes, on n'est pas obligé d'analyser toutes les situations pour trouver les causes. Ce n'est pas tout à fait nécessaire parce qu'on comprend la réponse. La réponse, c'est la même. On l'a déjà dit. Il faut continuer à nourrir notre conscience élevée en étant dans la conscience d'âme. Et si vous le faites, vous êtes gagnant. Parce que tout cela continuera à enlever tout ce qui sera négatif et pourra donc neutraliser les forces de divinage. Dans le temps, enfin, immédiatement, on ne peut pas voir la cause, mais peut-être que vous la verrez plus tard, mais de toute façon, ce n'est même pas nécessaire de la connaître. Donc, c'est très différent de tout ce qu'on nous a exposé en psychologie, où on analyse tout à l'intérieur de cet état d'esprit, de l'ego. Donc, ici, la réponse, c'est plutôt d'aller au-delà, au-dessus. Une question, une rapide. Est-ce qu'on reçoit des blessings, des bénédictions des uns des autres pour avoir accompli des bonnes actions? La réponse est non. C'est toujours bien d'avoir des attitudes positives, des sentiments positifs, mais si je suis dans la mauvaise position, de toute façon, j'aurai des douleurs. Que quelqu'un me donne des bénédictions, quelqu'un ait des bons soins pour moi, si moi je ne change pas ma posture intérieure, je continuerai à être affectée. Et là, tout ça s'applique à tous les niveaux. Une dernière question. Est-ce qu'on peut être addicté à cette conscience élevée? Ah oui, tout à fait. Parce que c'est naturel. On n'a pas besoin d'utiliser ce mot d'addiction. Parce que quelque chose qui est éternel et aligné avec notre propre nature, c'est un état de repos pour l'être. Donc, on n'a pas besoin d'utiliser ce mot d'addiction. Mais lorsque nous devenons dépendants de quelque chose qui est temporaire, alors on parle d'addiction parce que ce n'est pas naturel. Bravo, Brachon. Voilà, quand c'est quelque chose qui vous appartient vraiment profondément, éternellement, bien sûr, on n'a même pas besoin d'y être attaché, c'est ce que vous êtes réellement, on n'a pas la peur de le perdre.
Merci. On va s'arrêter là. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose avant? Est-ce que tu peux souligner quelque chose avant qu'on se retrouve à nouveau? Quelque chose? L'histoire de l'ego. Il y a des fourmis. Les fourmis sont très occupées toujours. Hein? Et comparer la vie de ces fourmis à la vie de notre ego. Non, pardon, c'est pas l'ego, c'est l'eagle, c'est l'aigle qui vole au-dessus des montagnes. Et les options sont différentes. Il y en a un qui voilà, besogneux dans la termite et l'autre qui vole au-dessus des montagnes. Plus sympa. Quelque chose de similaire se déroule en nous, dans notre conscience. L'ego nous provoque tellement de problèmes, rend des choses tellement importantes alors qu'elles ne le sont pas et ne nous laisse pas l'opportunité de penser à autre chose. Il faut comprendre que on a en chacun de nous l'aigle qui s'envole. Quand on parle de l'âme, quand on parle de l'âme, on observe une réalité bien plus grande et on voit la terre et on voit tout et on sait tout, mais on connaît quelque chose de mieux puisqu'on est au-delà. Donc, c'est l'image de l'aigle, c'est une bonne option, c'est une belle image. Et celui de l'aigle avec des ailes qui voyage dans le ciel. Donc, le devoir pour nous, c'est de détendre nos ailes, de déployer nos ailes et d'utiliser nos ailes et de les rendre de plus en plus fortes. C'est notre résolution pour la nouvelle année. C'est la liste to do, comment faire. Numéro 1, comment voler. Numéro 2, apprendre à voler. Enfin, on a tous des ailes, donc il faut vraiment tous apprendre à voler. Merci. On va se rencontrer encore demain. Demain, c'est Giant Ben qui sera avec nous, qui partagera. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai vu qu'il y avait un petit mot, c'est Marie-Madeleine qui traduit. Et je pense que j'aimerais bien entendre encore quelque chose zigzag sur ta relation avec les animaux. Merci beaucoup, merci à vous tous. Et bonne soirée et à demain à vous tous. Bonsoir.